Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h décalé pour raison de match. Voici les titres. Suivi de la campagne agricole, la région de Matam a enregistré très peu de pluie. Une situation déficitaire qui préoccupe les producteurs. Le directeur régional du développement rural rassure. Il annonce une série de mesures alternatives. Le point dans cette édition. En direction du Grand Magal de Touba, nous nous arrêtons ce soir à Bambey-Serer, Ngoundian, Touba-Toul et environ. Dans chaque étape visitée, la caravane présente l'œuvre de Serigne Touba. Son héritage est bien gardé et porté par sa descendance. Nous vous présentons justement le portrait de Sorno Fati Djambaki, fille aînée de Khadimou Rassoul. Très proche de son vénéré père, elle a participé à la formation des premiers disciples. C'est une île artificielle. Nous sommes à Nagoya, au Japon, construite il y a 14 ans. Cette île abrite l'une des grandes infrastructures aéroportuaires nippones à vocation internationale. Quelques facettes de cette île à découvrir dans ce journal. Football, finale du tournoi de l'UFOA. Le Sénégal remporte le trophée en battant le Ghana à l'issue des tirs au but. Retour sur les temps forts de ce match dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Tout d'abord, sachez que le président Macky Sall a clôturé le séminaire sur la communication politique de la majorité. Une rencontre de 2 jours qui a mis l'accent sur le bilan et les défis et perspectives du plan Sénégal émergent. En attendant d'y revenir dans nos prochaines éditions, nous vous proposons un extrait du discours du chef de l'État. Réussir le pari d'une nouvelle dynamique communicationnelle de la majorité impose un changement de paradigme dans le partage et la restitution du bilan. Vous l'avez évoqué dans ce qui a été présenté comme conclusion. Le partage et la restitution du bilan face à nos compatriotes qui sont nos mandants et au nom desquels nous travaillons et qui sont les bénéficiaires de nos politiques publiques. Nous leur devons ce compte rendu fidèle, quotidien et transparent. Vous avez choisi, au cours de vos travaux, de mettre en débat le bilan pour en expliquer la portée, l'impact, afin de régler, sinon définitivement, du moins durablement, la question des perceptions par rapport à la mise en œuvre des politiques publiques, et vous avez raison. Sur l'invitation du chef de l'État Macky Sall, le président Abdoulaye Wade était hier dans l'après-midi au Palais de la République. Audience empreinte de fraternité et de sérénité au cours de laquelle les 2 hommes ont eu un long tête-à-tête sur des sujets d'intérêt national et même sous-régional. Ils ont également remercié le khalife général des Mourides pour son rôle de facilitateur. Retour sur cette rencontre avec Oumar Nyinga. Le vent de décrispation en cours depuis Massalikul Jinan s'est donc poursuivi au Palais de la République pour accueillir le président Abdoulaye Wade et lui souhaiter la bienvenue. Le président Macky Sall est venu jusqu'à la dernière marche du perron. Ensemble, les 2 hommes regagnent le salon musique pour un entretien auquel prennent part dans un premier temps leurs collaborateurs respectifs. Le président Macky Sall et son hôte auront par la suite un long tête-à-tête. Dans l'ensemble, l'audience est empreinte de fraternité et de sérénité, avec une mention spéciale au khalife général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké pour son rôle de facilitateur. Très touché par le geste de son prédécesseur qui s'est déplacé pour venir le voir, le président Macky Sall a promis de rendre visite au président Abdoulaye Wade prochainement. Après donc une rencontre sanctionnée par un communiqué conjoint, le président Macky Sall a raccompagné le président Abdoulaye Wade qui quitte ainsi le palais au bout d'une audience qui aura duré 3 tours d'horloge.
Oumar Nyenga, vous l'avez dit, la rencontre a été sanctionnée par un communiqué conjoint lu par le chargé de la communication du PDS. Voici Mayoro Faye à l'issue de l'audience. Le président de la République Macky Sall et le président Abdoulaye Wade se réjouissent de la rencontre toute empreinte de fraternité et de sérénité. Le président Macky Sall et son hôte, le président Abdoulaye Wade, ont tenu à remercier vivement le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bachirou Mbacké, qui les a invités tous les deux à l'inauguration de la grande mosquée Massalikul Jinan, facilitant ainsi leur rencontre en sa présence. Au cours de leur entretien, les deux hôtes ont fait un large tour d'horizon de la situation politique nationale, caractérisée par les questions relatives au processus électoral, au statut du chef de l'opposition, qui seront reprises dans le cadre du dialogue national. Le président Abdoulaye Wade a fait des recommandations au président Macky Sall pour qu'il déploie tous les efforts nécessaires à la maîtrise de la gestion du pétrole, du gaz et des autres ressources naturelles. Les deux hôtes ont également abordé la situation sous-régionale et africaine dominée par des enjeux sécuritaires. Constatant leur parfaite convergence de vues sur la question, ils s'engagent à unir leurs forces pour le retour de la paix et la consolidation de la stabilité. Ils exhortent tous les Sénégalais et tous les Africains à cultiver la paix en privilégiant le dialogue et l'intérêt de l'Afrique. Et enfin, en se séparant, le président Macky Sall a tenu à remercier chaleureusement le président Abdoulaye Wade pour avoir accepté de se déplacer pour venir le rencontrer. En retour, le président Abdoulaye Wade a exprimé toute sa gratitude au président Macky Sall de l'avoir invité au Palais de la République avec tous les honneurs. Et enfin, le président Macky Sall a promis au président Abdoulaye Wade une visite retour à son domicile à une date à convenir. Je vous remercie de votre aimable attention. Fait à Dakar le 12 octobre 2019. Une croissance plus inclusive grâce à une implication plus accrue du secteur privé. C'est l'objectif visé dans la deuxième phase du plan Sénégal émergent. À propos du ministre de l'économie, du plan et de la coopération, Amadou Hott était l'invité de l'émission Point de vue. L'endettement que nous avons eu à faire dans le passé a servi à créer une croissance qui crée des recettes fiscales et qui permettent dans le futur de rembourser l'endettement. Ce n'est pas un endettement pour la consommation, c'est un endettement pour de l'investissement. C'est ça. Aujourd'hui, on a un budget d'investissement de 1400 et quelques milliards, majorité financée par en fait les ressources extérieures. Et ça, c'est extrêmement important. Et avec cet endettement, nous avons pu faire des infrastructures de classe mondiale. Nous avons le train express. Réaliser un bilan, quoi. Un bilan. On en a parlé à longueur de journée. Tout le monde le sait. Les gens qui ne veulent pas le comprendre ou l'accepter, moi, je n'y peux rien. Mais il est là. Tout le monde le sait. Nous avons fait sur les infrastructures, comme je l'ai dit, sur l'énergie, sur le social, avec les filets sociaux. Parce que ce que le président de la République a décidé de faire, c'est de s'assurer que la croissance économique, elle est inclusive. Elle peut l'être automatiquement avec une croissance de 6%. Beaucoup de personnes bénéficient. Mais pour s'assurer que la majorité des Sénégalaises et des Sénégalais bénéficient, il fallait avoir les programmes sociaux phares que nous avons eus et qui vont continuer. Ce que nous souhaitons maintenant, comme je l'ai dit, nous focaliser durant la deuxième phase par une croissance qui est tirée par l'investissement privé, mais surtout l'investissement privé qui crée beaucoup d'emplois. C'est l'agriculture. Ce sont les services, c'est le tourisme, d'accord? Et c'est la construction également, avec le programme de 100 000 logements qui est lancé par son Excellence. C'est en moyenne 5 à 10 emplois par logement. On est à 500 à 1 million d'emplois.
Une stratégie nationale de développement et de promotion des exportations est en gestation. Ce document d'orientation devrait permettre au Sénégal de multiplier par 3 la pénétration des marchés mondiaux, d'accroître la sophistication des produits exportés et de renforcer les infrastructures de commerce et de transport. À cet effet, un atelier de réflexion a été présidé par le ministre du Commerce et des PME. Compte rendu à lui, Philippe Sagna. Le Sénégal effectue 43% de ses exportations sur le continent africain, ce qui n'est pas négligeable. Seulement, il est question de mettre l'accent sur les opportunités qu'offre son adhésion aux accords commerciaux multilatéraux et régionaux. Voilà qui justifie ces moments d'échange pour asseoir un cadre unique de référence. Aujourd'hui, avec notre économie qui est très dynamique et clairement l'option affichée par le gouvernement de miser sur un secteur exportateur afin d'en faire un levier déterminant du plan Sénégal émergent, il était bon justement d'arriver à un document consensuel qui aura le mérite de réunir l'ensemble des priorités. Dans cette perspective du plan Sénégal émergent, le gouvernement compte multiplier par 3 le niveau des exportations à l'horizon 2023. L'élaboration de ce document intervient dans un contexte où le gouvernement a entamé la mise en œuvre de la deuxième phase du plan Sénégal émergent 2019-2023. Phase au cours de laquelle il est attendu une diversification et une amélioration de la qualité des produits et services exportés et de porter à 45% la part des produits manufacturés dans nos exportations de marchandises qui représentaient 33% en 2017. Ces travaux vont permettre d'identifier les différents obstacles qui entravent les exportations. La faible pénétration des marchés mondiaux, la faible transformation des produits exportés, la faible sophistication des produits, l'insuffisance de la logistique et du réseau d'infrastructures de commerce et de transport. Le ministre du Commerce et des PME invite les participants à revisiter la stratégie de développement des exportations élaborée en 2001. Celle-ci avait déjà identifié les 5 grappes porteuses pour les exportations, notamment les produits horticoles, les produits de la mer, ceux destinés au marché ethnique et ceux des téléservices et des services de formation et de consultation. Développement de la production laitière au Sénégal, la Banque mondiale appuie les producteurs dans le cadre d'un partenariat avec Kiren. Une de nos équipes s'est rendue dans une ferme de collecte de lait près de Dias. Awandiaï, reportage. Le projet IFC Kiren Dairy a été initié en 2018 et a pour objectif de soutenir le développement du secteur laitier au Sénégal. Ils sont en partenariat avec Kiren. IFC a recruté des consultants comme le groupe SENS qui sont des experts en bonnes pratiques agricoles et économie agricole. Le groupe AIF qui sont plutôt focalisés sur la gestion de coopératives, tout ce qui est création de coopératives, gestion organisationnelle. Nous travaillons avec les petits éleveurs à Fatick et Tataguine et avec des fermes commerciales aussi, comme celle de M. El Cissé, la ferme de Dabar. Et nous avons choisi sa ferme en particulier, en fait, c'était parce qu'il avait bien maîtrisé les bonnes pratiques. L'objectif est d'augmenter la production et la rentabilité du lait cru au Sénégal. Avec IFC, on a introduit un projet qui s'appelle IFC Kiren Dairy, qui vise à faire du coaching auprès des producteurs pour leur aider à les accompagner à mieux produire, à avoir des rendements intéressants et produire de manière efficiente en respectant les bonnes pratiques d'élevage. En plus de cela, en plus de l'équipe technique, il y a une équipe coopérative qui va accompagner aussi les producteurs. Donc au niveau des Niayes avec l'ANIPL et sur Fatick, on a un peu avancé sur le volet, sur ce volet-là, avec la création de 2 coopératives, une coopérative à Tataguine et une autre à Fatick. La ferme de Dabar au garage Benteigné de El Cissé est un exemple de réussite. Entre Thiès et Dakar, les fermes sont soutenues. Kiren a senti la nécessité de renforcer la capacité des producteurs.
Les pirogues en fibre de verre vont bientôt remplacer les embarcations traditionnelles. Les premiers prototypes fabriqués au Sénégal ont été présentés au ministre de la Pêche et de l'Économie maritime. L'une des caractéristiques de ces pirogues en verre, c'est la solidité. Elles peuvent durer jusqu'à 20 ans, alors que les pirogues artisanales dépassent rarement 10 ans, nous dit Ibrahim Diédjou. Un prototype que les pêcheurs accueillent à bras ouverts, comme on peut le dire, en tant que pêcheurs. Donc c'est une innovation. Alors dans ce sens-là, nous acceptons ces pirogues-là. Ces nouvelles pirogues sont plus rapides, plus sûres et durent plus longtemps que les embarcations traditionnelles, qui ne peuvent dépasser les 10 ans si elles sont bien entretenues. Avec les tests, ça a montré que c'est des pirogues submersibles. Donc dans ce sens-là, donc on est tranquille. Et comme il y a une durée de vie beaucoup plus longue que nos pirogues traditionnelles, donc c'est des pirogues qui sont fiables. C'est plus de 20 ans. Pour le moment, 2 modèles sont proposés aux pêcheurs. Un de 10 mètres de longueur pour une capacité d'1 tonne et un de 8 mètres 500 pour 600 kg. Et pour le transport fluvio-maritime, 3 modèles de 22, 17 et 12 places. Des pirogues made in Sénégal en partenariat avec la CFAO. Dans la phase de prototype, pour l'instant, c'est une usine qui est donc d'une taille limitée, mais on a un montant d'investissement qu'on va préciser dans les semaines et les mois qui viennent pour passer à une capacité de production de l'ordre de 1000 pirogues par an, ce qui va supposer d'avoir un terrain beaucoup plus grand qu'ici, avec des outils plus importants, des équipes plus importantes. Et je crois qu'on a franchi un pas important dans la compréhension commune des conditions à remplir pour faire en sorte que ce projet soit un succès rapidement. L'entreprise française a formé quelques techniciens sénégalais pour la fabrication de ces prototypes qui devraient être disponibles au courant de ce mois d'octobre. Parmi les sujets évoqués, le mode d'acquisition de ces pirogues. Non, ces pirogues, le pêcheur, il peut donner 2 millions. Alors le reste, bon, c'est nous dans nous, comme on le dit, c'est de la famille de notre cher président Macky Sall. Il n'a qu'à faire quelque chose pour ces pêcheurs artisanaux. Ça nécessite des discussions avec les propriétaires qui voudraient quand même être dédommagés à travers une prime à la casse. Comment nous allons financer l'achat des pirogues? Pour tout ça, nous avons des partenaires. Chacun d'entre eux donc réfléchira de son côté et ensuite nous allons nous retrouver pour voir avec bien sûr les départements ministériels concernés et très certainement aussi on peut trouver d'autres investisseurs. Nous espérons en tout cas que nous trouverons solution à ce problème. Le Japon met des experts techniques à la disposition du Sénégal et entend aider au financement de ce programme qui devrait permettre de remplacer dans les 10 prochaines années les quelques 21 000 pirogues immatriculés recensés au Sénégal. Je le disais en titre, dans la région de Matam, l'hivernage est déficitaire cette année dans plusieurs endroits des départements de Kanel et Ranérou, mais la situation est beaucoup plus alarmante dans le département de Matam où l'on a enregistré très peu de pluie, mais selon le directeur régional du développement rural, la pluviométrie de la région est globalement déficitaire et des mesures alternatives seront bientôt prises. On fait le point de la campagne agricole avec notre correspondante Fatimata Banelba. L'hivernage 2019 a tardé à démarrer sur tout le territoire national. Dans la région de Matam, il a connu des fortunes diverses. En effet, si les cultures ont atteint leur maturité dans certaines zones des départements de Ranérou et Kanel, c'est plutôt le contraire à Matam département, où la pluviométrie est déficitaire. La conséquence aujourd'hui, c'est que la région présente une physionomie contrastée pour ce qui est des cultures pluviales. Si vous prenez l'est du département de Kanel et le sud-est du département de Ranérou, on a des cultures qui se comportent de façon acceptable, que ce soit sur le mil, sur le sorgho, sur l'arachide. Sur le niébé, les cultures sont en train de boucler leur cycle. Dans le département de Kanel également, si on a 2 ou 3 pluies maximum, les cultures pourront boucler leur cycle. Mais pour le reste de la région, en particulier pour le département de Matam, c'est une situation compliquée. Une situation compliquée à Matam mais satisfaisante à Kanel. À Sinthiou-Bamambé, dans le périmètre agricole de Thierno Hamé Babassal par exemple, les cultures se comportent plutôt bien. Nous cultivons de l'arachide, du mil, du niébé, gombo, entre autres. Nous ne connaissons que l'agriculture et nous sollicitons vraiment l'aide de l'État. Des fois, nous avons même du mal à obtenir l'engrais subventionné.
Ces producteurs ont d'ailleurs reçu une délégation de la direction de l'agriculture venue faire le suivi de la campagne agricole. Donc une fois sur place, je me suis rendu compte que voilà, par rapport à beaucoup d'inquiétudes qui se faisaient sur la maturité des cultures, est-ce que certaines cultures arriveront à terme ou bien ils n'y arriveront pas, on s'est rendu compte que sur le terrain, donc vous le voyez vous-même derrière moi, que vraiment il y a beaucoup d'espoir qui se fondent actuellement sur les cultures, notamment sur les cultures trouvées sur place, à savoir le mil et l'arachide, mais aussi les cultures de sorgho. Les services techniques du ministère de l'Agriculture s'activent d'ores et déjà à trouver des alternatives et des mesures d'accompagnement pour les agriculteurs de la région de Matam. Première chose, c'est qu'en zone Djeri, il n'y a pratiquement pas d'alternative, à part les quelques périmètres qu'il y a autour des forages. Il est vrai que dans les départements de Matam et de Kanel, il y a beaucoup de SIPA qui sont des périmètres hydro-agricoles assez conséquents où on peut faire des choses, où on peut faire des productions horticoles qui peuvent augmenter les revenus des producteurs. Mais si vous prenez le reste du Djeri et le Ferlo, à ce niveau-là, je crois que les services compétents à la matière, en particulier le secrétariat exécutif du CNSA, commissariat à la sécurité alimentaire, est en train de faire le travail qu'il faut pour évaluer la situation de sécurité alimentaire et prendre les mesures qu'il faut. Maintenant, nous, ce qui nous concerne, les services techniques du ministère de l'Agriculture, les alternatives l'alternative que nous pouvons proposer, c'est essayer de maximiser sur les systèmes culturels autres que le pluvial. L'arrêt de la pluviométrie étant précoce, le directeur régional du développement rural appelle le monde rural à optimiser davantage les cultures de décrue et de contre-saison. Direction le sud du pays, Kolda a également reçu la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide d'AIR dans un CRD. Il a été surtout question de faire le bilan de la première étape de l'état d'avancement des remboursements, mais aussi des perspectives avec 73%. Le taux est satisfaisant, mais la sensibilisation continue pour atteindre les objectifs. Une enveloppe de plus de 900 millions de francs CFA a été octroyée à 250 bénéficiaires de la région. Kaltoum Gueye nous en dit plus. Kolda est la dernière étape de la tournée de l'ADER dans le sud du pays. Commandement territorial, autorités administratives, bénéficiaires et institutions financières dans une salle pour échanger sur la première phase des financements. L'objectif de cette rencontre, comme nous avons eu à le faire dans 10 régions aujourd'hui, est d'échanger avec les populations sur le bilan d'étape de la DER en termes de financement octroyé et de personnes formées et formalisées sur l'ensemble du territoire, notamment pour la région de Kolda. Et nous sommes heureux d'annoncer que nous avons pu financer pour presque 940 millions de francs CFA dans la région de Kolda pour la première année d'exercice, là où il était prévu une enveloppe de 700 et quelques millions, d'où un taux d'exécution effectif de 119%, ce qui montre le dynamisme économique de la région, notamment dans les secteurs spécifiques de l'élevage, de l'agriculture, de la pêche, qui sont les premiers secteurs qui ont eu à bénéficier de ces financements de l'ADER. Dans le Fouladou, 2045 bénéficiaires ont été financés et pour atteindre les objectifs, il faudrait que le remboursement du prêt soit effectif, d'où cette tournée de sensibilisation. Nous sommes en campagne de sensibilisation, d'accompagnement et pour le recouvrement des prêts que nous avons octroyés, car il faut le dire, ce sont des prêts, ce ne sont pas des subventions ni des dons, et les bénéficiaires ont eu à signer des contrats, donc ces contrats se doivent d'être respectés. Kolda est à la 3e place avec un taux d'impayé avoisinant 27%. Donc ce qui veut dire autour de 73% de remboursement. Ce n'est pas mal, mais nous pouvons faire mieux car notre objectif c'est d'aller autour de 90% pour pouvoir réinjecter ces ressources pour les autres bénéficiaires et doubler, voire tripler l'enveloppe pour 2019-2020. Pour faciliter le travail, un comité de suivi est créé. Avec le préfet et les chefs de services régionaux et départementaux sous la direction du gouverneur, nous allons mettre en place un comité régional de suivi et un comité départemental de suivi, d'identification, d'accompagnement et de recouvrement qui permettra aux populations dans chaque localité de pouvoir déposer leurs projets à temps. Et une plateforme a été mise en place pour permettre le dépôt en ligne automatique de partout. La présence de l'ADER dans la région est l'occasion pour la délégation de rendre visite aux bénéficiaires.
À Dakar, l'université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio se met à l'ère du numérique. L'institution souhaite dématérialiser les procédures administratives avant le démarrage des enseignements en janvier 2020. Pour ce faire, l'UAM a bénéficié de l'appui du BOM et de l'ADI. Youssouf Kaba. Un atelier de renforcement de capacités destiné au personnel de l'université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio. Cette formation permettra de mettre à niveau l'ensemble des démarches administratives qui consistent à dématérialiser toute procédure allant dans ce sens. Nous sommes là accompagnés par le BOM et l'ADIE pour former notre personnel sur la dématérialisation de nos procédures. Et nous voulons mettre le numérique au cœur de notre dispositif, le dispositif de gestion, de gouvernance et d'enseignement, de recherche bien sûr et d'innovation également. Donc il faudrait que les acteurs, le personnel de l'UAM s'approprient ces outils numériques par la suite. Le démarrage des activités d'enseignement sont imminents. Il est d'ailleurs prévu en janvier 2020. D'ici cette date, tout doit être fin prêt pour accueillir les 30 000 étudiants estimés ici à l'université Amadou Mahtar Mbow. Nous avons un vaste programme qui s'appelle En route vers l'UAM. Et avec ce vaste programme également, nous voulons faire une remise à niveau pour nos nouveaux étudiants. Une remise à niveau en maths, en physique, en chimie, en leadership, en technique d'expression, en anglais et surtout la culture des valeurs, les valeurs citoyennes. Et une fois que les étudiants s'approprient, les étudiants orientés à l'UAM s'approprient ces outils, maintenant nous pouvons leur faire des quiz avant qu'ils ne démarrent maintenant. L'université tient à travers cette formation à se mettre au niveau des administrations qui ont déjà dépassé ce palier de dématérialisation, permettra à terme de disposer d'une administration qui correspond aux standards dans le domaine. Santé, il y aurait au Sénégal 6 cas de suicide pour 100 000 habitants selon l'OMS. Comment prévenir ce phénomène en hausse? C'est autour de cette problématique qu'a été célébrée la Journée mondiale de la santé mentale. La cérémonie officielle a eu lieu à Thiaroye, dont l'hôpital a ouvert de nouveaux services. Oumar Diaoua. C'est l'hôpital psychiatrique de Thiaroye qui a abrité l'édition 2019 de la Journée mondiale de la santé mentale. Au programme, le suicide. Le suicide peut être évité. Si on est devant un cas d'une personne qui a l'intention de se suicider, on peut l'aider à ne pas arriver au passage à l'acte. Il est malheureux de constater le nombre croissant des suicides et des affections neuropsychiatriques dans le monde. Au Sénégal, les moyens sont limités pour les 14 points de prestation. C'est insuffisant parce que ces 14 services sont répartis sur 7 régions. Donc le ministère de la Santé a un objectif de décentraliser le soin psychiatrique. Dans chaque région, qu'on puisse avoir au moins un service de psychiatrie. Il y a les psychiatres, il y a les psychologues, il y a les infirmiers spécialisés en psychiatrie. Il y a un déficit. Ce manque de personnel qualifié est durement ressenti par l'hôpital de Thiaroye. La demande a beaucoup augmenté ces dernières années, alors que le nombre de médecins pour les prendre en charge n'a pas augmenté. Ce qui fait que très souvent maintenant, on se retrouve dans des situations où on est obligé de ne pas prendre les malades. Construit en 1961, l'hôpital de Thiaroye essaie d'être à niveau. La structure a inauguré une unité d'aide au diagnostic et un pôle de pédopsychiatrie pour l'épanouissement des enfants malades. L'ouverture prochaine de nouveaux services, dont un d'addictologie, est annoncée. Première évaluation du Hajj 2019. La délégation générale au pèlerinage et les voyagistes privés ont échangé sur plusieurs points, notamment sur l'agrément IATA. Il s'agit d'une nouvelle disposition saoudienne de rationaliser le Hajj. Lamine Touré, compte rendu. 2 mois après le retour des lieux saints de l'islam, ils se concertent pour la première fois. Évaluation et perspective pour les éditions passées et à venir. La délégation générale au pèlerinage aux lieux saints de l'islam et les groupements de voyagistes privés mesurent avec objectivité un processus déjà enclenché. Nous avons convié à une analyse du processus de l'an dernier en termes d'opération, mais aussi en termes
disons, de textes. Quels sont les textes réglementaires sur lesquels nous nous sommes appuyés, quelle est la pertinence de ces textes. Également, quelles sont les différentes opérations qui ont été menées et les goulots d'étranglement, les performances, les limites également, en termes également de relations avec les partenaires, que ce soit les partenaires d'ici, que ce soit les partenaires d'Arabie Saoudite. Il s'agit ici d'une étape vers une évaluation globale du pèlerinage 2019. Les groupements de voyagistes privés, au nombre de 34, ont joué leur partition, ce qui donne espoir à l'autorité de tutelle. Vous savez, l'année dernière, on était parti avec 13 000 pèlerins. Cette année, nous voulons augmenter le quota du Sénégal parce qu'à chaque fois, il y a des pèlerins qui restent faute de place. Donc ça, c'est un premier point. Il nous faut donc discuter sur l'augmentation du quota du Sénégal, sur également la distribution, la gestion de ce quota entre les différents acteurs. Le critère de IATA était aussi sur la table du délégué général. C'est une organisation internationale qui s'occupe du transport aérien et du tourisme. Un agrément est établi à cet effet pour bénéficier d'un compte sur le portail où se gèrent les opérations du Hajj. Déjà, c'est une nouvelle décision, mais cette décision également ne doit pas être source, disons, d'angoisse, de peur, de crainte de la part des voyagistes privés. Il n'y a pas de relation d'équivalence entre l'obtention du quota et l'obtention de cet agrément IATA. Il y a plusieurs agences de voyage qui organisent le pèlerinage et qui sont détentrices de l'agrément IATA. L'agrément IATA est un élément de plus, de rationalisation. Et je pense que ça peut être un atout dans l'organisation du pèlerinage. La rencontre a pour objectif principal de déceler les contraintes et corrections à apporter dans le processus de privatisation du Hajj au Sénégal. Et dans la série en direction du Grand Magal de Touba, nous vous proposons ce soir le portrait de Sokhna Fatija Mbacké. Elle est la fille aînée de Serigne Touba. Sokhna Fati était très proche de son vénéré père. Disciple accompli, elle a participé à la formation des premiers disciples mourides. Son portrait est dressé par Salou Seck. Darou Khoudoss, plus qu'un quartier, un symbole à Touba. Ici s'adresse fièrement Beiti, la maison de Serigne Touba. L'exil au Gabon du Cheikh trouve sa source dans ces lieux. À quelques mètres de là se trouve la résidence Sokhna Fatija Mbacké, la fille aînée de Cheikhul Khadim. C'est la fille aînée de Serigne Touba Mbacké. Elle est l'homonyme de Sokhna Fatoumata Bintou Rassoul. Elle est née vers les années 78-79, au moment où Serigne Touba était entre Mbacké Kadior et Patar. C'est son père qui l'a éduqué. Il était son maître. Très proche de son vénéré père, elle a participé à la formation des premiers disciples. Elle est aussi témoin du pacte d'allégeance des grands disciples du mouridisme, notamment Cheikh Ibra Fall et Cheikh Massamba Mbacké. Elle était témoin du début du mouridisme. Serigne Touba a fait son appel après la disparition de Mamor Anta Sali. Et c'est ce dernier qui a baptisé Sokhna Fatija. Donc Sokhna Fatija a assisté à cet appel du Cheikh. Elle a toujours accompagné Serigne Touba partout, à Touba et même en Mauritanie. À Diourbel, Cheikh Ahmadou Bamba aurait mis à la disposition de Sokhna Fatija une maison en 1912 et même ici à Touba. Disciple accompli, elle a atteint dans sa vie un niveau de piété qui en fait une éducatrice remarquable. Ses frères donnaient le nom de leur fille à Sokhna Fatija, de même que des éminents disciples. Elle était chargée de les éduquer et de les former. Ils étaient nombreuses, les homonymes de Sokhna Fatija. Elle était une femme éducatrice, pieuse, une fervente musulmane.
Sokhna Fati entretenait d'excellentes relations avec ses frères. Elle avait aussi un grand estime envers ses frères et c'était réciproque. Serigne Moussa Ka l'a dit dans ses écrits que ses frères et ses sœurs prenaient Sokhna Fatidja comme leur Mame Diarra, car si elle était un homme, elle serait le premier khalife de Serigne Touba. Pour la promotion de l'œuvre de Serigne Touba, Sokhna Fati s'est particulièrement illustrée dans les grands chantiers du mouridisme. Pour la construction de la grande mosquée, elle a même vendu ses bijoux pour apporter sa participation. Et chaque mercredi, elle préparait un repas pour les ouvriers. Selon Serigne Abdoul Ahad, Sokhna Fatidja avait donné tous ses biens pour la construction et la clôture de la grande mosquée de Touba. Son œuvre est perpétuée par les fils de sa sœur de même mère, Sokhna Boussadia. Son premier khalife, Serigne Bass Mor Mbacké, a légué cet héritage à ses fils. Dans sa résidence, sa chambre personnelle est transformée en mosquée. À l'étage se trouve l'école coranique. Et dans le cadre de la caravane du Magal, les villages de Bambey Serer, Ngoundiane, Touba Toul et environ ont reçu la délégation. À chaque étape, des communications ont été faites sur la vie et l'œuvre de Serigne Touba. Nous retrouvons Salou Sek qui suit la caravane. Sur les traces de Cheikh Ahmadou Bamba, les caravaniers ont revisité plusieurs localités. Un itinéraire riche pour une randonnée spirituelle. Dirigée par Serigne Modou Mbacké Sy, la délégation s'est rendue d'abord à Gat. Ici, une foule immense a accueilli les membres de la caravane sous la direction de Serigne Modou Mbacké Sy. En présence des populations des villages environnants, Serigne Fallou Galassila a fait une importante communication sur la vie et l'œuvre de Serigne Touba. Le conférencier est aussi revenu sur les objectifs de ce périple. Une démarche dont l'objectif principal est de sensibiliser les fidèles sur l'importance du Grand Magal de Touba. Après cette étape, la délégation s'est rendue à Bambey Serer. Dans cette localité, Serigne Modou Mbacké Sy et compagnie ont été accueillis par un récital de Khassaïd, une forte mobilisation des disciples pour magnifier le passage de la caravane dans le village. En Ngoundiane, le maire est largement revenu sur la forte représentation des talibés mourides dans sa commune. D'autres communications ont été faites sur le rôle de Serigne Touba dans la vulgarisation de l'islam dans cette localité. À Khombal, les caravaniers ont été reçus par le représentant du khalife général des Mourides dans la localité. Dans cet entretien, Serigne Modou Mbacké Sy est largement revenu sur le travail abattu par le marabout pour la vulgarisation de l'œuvre du fondateur du mouridisme dans la zone. Après cette étape, la caravane a fait un tour à Tille pour rencontrer la famille de Serigne Bobo Silla. À Darussalam, les caravaniers ont été reçus par Serigne Makhtar Silla, petit-fils de Mame Haram Mbacké. Le marabout a salué cette initiative du khalife général des Mourides. À Touba Toul, la famille de Cheikh Mame Anta a abondé dans le même sens et des prières ont été formulées à l'endroit des caravaniers. Religion toujours, la Légion de Marie du Doyenné des Niayes a célébré ses 60 ans pour marquer l'événement. Les fidèles chrétiens, les légionnaires et sympathisants ont assisté massivement à la messe solennelle dans une grande ferveur. Les temps forts avec François Sec. Jour de fête, jour d'allégresse, mais aussi jour d'action de grâce pour la Légion de Marie du Doyenné des Niayes. Elle souffle ses 60 bougies pour marquer l'événement, une procession à travers les rues de Pikine, un aperçu de ce que représente la réalité de la Légion de Marie. Nous prions le Seigneur qui nous donne davantage de cheminer sur les pas de Marie. Nous disons merci à Maman Marie, car elle est toujours avec nous, qu'il nous donne la grâce de continuer. Après la procession, une messe solennelle pendant laquelle l'homélie du célébrant a porté sur l'impact que doit avoir la parole de Dieu dans le quotidien de la vie des chrétiens. La justice, la droiture, l'intégrité sont des valeurs morales évangéliques. Et la foi du disciple de Jésus prend appui sur ces valeurs. Sans cette cohérence, notre vocation et notre identité chrétienne
sont sapés à la base. Dans la gestion des biens terrestres, il faut bien l'implication du mystère de la foi. Mais si la loyauté est déclarée morte dans nos rangs, si nous faisons déjà le deuil de la dignité, du diom, de l'intégrité, alors que nous devons prêcher par l'exemple les bonnes valeurs chrétiennes, il y a un problème. Nous trahissons le maître. Et celui qui trahit le maître abuse de la confiance de ses frères et sœurs. La Légion de Marie constitue un pilier spirituel au cœur de la communauté paroissiale, à partir duquel rayonnent les activités apostoliques. C'est pas évident d'être catholique et être légionnaire. Merci à notre équipe, une équipe dynamique, soudée, et on continue à invoquer le Saint-Esprit afin que tout ce que nous faisons puisse faire marcher la Légion de Marie et la propulser en avant. À signaler que la Légion de Marie est un mouvement catholique qui trouve sa source dans la spiritualité mariale et la confiance en l'Esprit Saint. Sur l'international, le second tour de la présidentielle tunisienne ce dimanche, les Tunisiens ont été appelés aux urnes pour choisir leur président. Ceux de Dakar, ceux inscrits à Dakar n'ont pas été en reste. Aux dernières nouvelles, le candidat conservateur Saïed est donné vainqueur du second tour avec plus de 70% des voix selon les premières tendances. Retour sur cette journée de vote de la communauté tunisienne à Dakar avec Philomène Constance-Diagne. À l'image de toutes les représentations diplomatiques tunisiennes dans le monde, le bureau de Dakar a reçu ses ressortissants pour le second tour. À compte-gouttes, quelques-uns des 216 inscrits sur les listes électorales s'acquittent de leur devoir. Que l'autorité tunisienne n'a pas le droit d'organiser les élections. Ce sont les citoyens qui organisent les élections et c'est eux qui les surveillent. Je n'ai pas une grande affluence, mais disons que j'ai à peu près le quart qui ont déjà voté. Aucun souci, je suis en relation directe avec l'ISI, l'instance supérieure, pour toute réclamation, pour toute... on surveille et tout se déroule dans la transparence. La plus totale, ça vous pouvez être sûr. Depuis le 11 octobre, le bureau a ouvert ses portes de 8h à 18h. Il prend en charge aussi d'autres pays de la sous-région. À l'étranger, on organise le vote sur 3 jours. On a organisé ça depuis le vendredi, hier encore samedi et aujourd'hui. Déjà, l'ambassade du Sénégal, elle est sur beaucoup de pays, les pays environnants, notamment la Gambie, la Guinée, le Cap-Vert. Ça couvre tous ces États aussi. On espère, parce que c'est le dernier jour, on compte sur les gens. Depuis hier, on fait appel aux gens, les autorités font appel aux gens pour voter le maximum, pour avoir l'avis de tous les Tunisiens. Plus le chiffre monte, plus ça sera représentatif. Jusqu'aux environs de 11h30, ce dimanche, le taux de participation est jugé faible. En espérant une participation massive, les représentants de l'instance supérieure indépendante pour les élections en Tunisie restent dans l'attente. Sport, football, tournoi UFOA. Le Sénégal remporte la coupe. Les Lions sont arrivés au bout des Black Stars du Ghana à l'issue d'un match âprement disputé. Au terme des 120 minutes, les deux équipes étaient à égalité 1-1. Il aura fallu recourir aux tirs au but. 3 tirs réussis contre 1 pour le Sénégal. Nous reviendrons sur les temps forts de ce match dans nos prochaines éditions. La découverte de ce dimanche nous mène au Japon, précisément à Nagoya, capitale de la province d'Aichi. Elle s'intéresse à une île artificielle construite il y a juste 14 ans. L'île abrite l'une des 3 plus grandes infrastructures aéroportuaires nippones à vocation internationale. Découverte signée nos envoyés spéciaux au Japon, Aliou Ndiaye et Koumba Diakhatemar. À l'atterrissage, on a l'impression de tomber dans l'eau, mais plutôt sur une île artificielle plantée en plein océan. Nous sommes à 40 km au sud de Nagoya, au Japon.
De par le passé, la plupart des aéroports se trouvaient au centre de la ville et ça créait un problème de trafic immense. Donc c'est ainsi que l'idée est venue de construire des îles artificielles pour y implanter les aéroports. Aussi, il y a une île artificielle à Kobe qui est près de Osaka où ils ont construit une île aussi pour accueillir l'aéroport. Tokonam City, c'est le nom de cette île artificielle construite en 2005 pour accueillir l'aéroport international de Chubu. Comme la ville de Nagoya est surpeuplée, beaucoup de congestion, donc l'idée est venue de créer cette île artificielle, y construire l'aéroport et y construire ce centre d'exposition qui a d'ailleurs accueilli aujourd'hui 40 000 personnes pour que les populations puissent se déplacer petit à petit sur cette île. Cette île, entièrement réalisée par l'homme, s'étend sur plus de 800 hectares. Un peu plus de la moitié est occupée par l'aéroport. L'île abrite également un vaste complexe commercial et industriel. Les gens viennent pour travailler, mais personne n'y habite. Dans la ville de Nagoya, c'est une population de 2 millions d'habitants. Cette île a été construite pour pouvoir y déplacer des individus qui viennent pour y travailler. Généralement, les gens viennent par bus. Donc, ils quittent la ville par bus. Il y a un pont qui a été construit pour relier la ville de Nagoya et cette île. L'île artificielle de Tokonam City, une des merveilles de la 3e plus grande ville du Japon, Nagoya. Son aéroport est le 3e baptisé Centre International. Il occupe également la 6e place du classement mondial 2019 des aéroports. Voilà, ici se referme cette édition. Mesdames, Messieurs, merci à vous d'avoir été au rendez-vous. Très belle soirée sur la RTS1.